Bonjour à toutes et à tous, je suis Ziad, membre de l'équipe Trainnew. Je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 33 des rencontres de Trainnew, dont l'objectif est, comme chaque semaine, de mettre en avant une entreprise ou un professionnel dans le secteur de la corporate finance ou du conseil en stratégie. Aujourd'hui, il s'agit d'une rencontre corporate finance et je suis très heureux d'accueillir Othman Kabash, qui est un ancien professionnel du secteur private equity en infrastructure. Merci à toi, Otman Kabaj, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Juste quelques mots sur l'agenda de cette rencontre avant de débuter la session qui sera divisée en quatre parties. Premièrement, je commencerai par poser quelques questions sur le parcours de Otman. Ensuite, nous parlerons du processus de recrutement chez Infrared et plus généralement dans le secteur infrastructure en private equity. Et enfin, nous parlerons des exits possibles après une carrière en private equity. Et vers la fin, vous aurez bien sûr une session Q&A où vous pourrez poser toutes vos questions à Othman, soit sur le chat, soit en levant la main. Euh, Avant de commencer ce webinaire, je voudrais vous présenter Trainio pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme. Il s'agit d'une plateforme de préparation en ligne pour les entretiens en corporate finance et en conseil en stratégie qui a été cofondée par Guillaume Pommier et Young Segwan, deux anciens banquiers M&A de Lazare qui ont constaté le décalage entre les cours de l'école qui sont bons mais parfois assez théoriques et les exigences et demandes très concrètes et très techniques d'un processus de recrutement dans l'un de ces deux secteurs. Chez Training You, notre mission n'est pas de remplacer vos cours à l'école, mais de les compléter avec des contenus très spécifiques à la préparation de ces entretiens et à la formation aux compétences dont vous aurez besoin en début de carrière. Euh, Quelques chiffres sur Training You. Depuis 2019, nous avons formé plus de 6000 étudiants, la majorité ayant suivi un de nos packs en ligne, où nous avons énormément de contenu. Nous avons également des partenariats avec des associations étudiantes, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent dans plus de 200 entreprises dans le secteur de la corporate finance et du conseil en stratégie. Et vous avez ici sur ces slides quelques exemples de fonds et de banques. J'en ai fini avec ma petite présentation. C'était partager l'écran. J'ai une première question pour toi, Otman. Vas-y. Tu es diplômé de McGill University où tu as eu ton bachelor. Ensuite, tu as eu un master de la LSE. Mhm. Peux-tu nous raconter un peu comment tu as structuré ton parcours universitaire? Pourquoi tu as choisi de McGill au début au Canada, ensuite la LSE? Et est-ce qu'il y a des avantages à faire ces formations contre de faire des formations en école de commerce, par exemple, en France? Ok. Donc, avant tout, donc, je vais m'excuser pour mon français qui va potentiellement faire mal aux oreilles. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis passé à l'anglais. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. Personnellement, donc pour McGill, j'étais pas en fait très fan du parcours classe prépa et grande école parce que je trouvais ça comme un parcours étant un peu incertain et je voulais éviter ça autant que possible. Donc, quand je cherchais mes écoles pour après le bac, je cherchais d'autres options et c'est là que je suis tombé sur l'université McGill au Canada. Donc, à McGill, c'est une école qui est assez réputée. Et donc, j'ai choisi un programme de finance, de statistique et de comptabilité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière de private equity. Après McGill, j'ai voulu bouger à Londres et généralement, quand on bouge dans une ville, j'ai voulu voir une école qui est dans la ville. Donc, du coup, j'ai choisi de poursuivre un master à la London School of Economics, qui est d'ailleurs un très bon master. Euh, Là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer des gens géniaux. Lors de mon programme de master, on était un groupe de 150 personnes. On est tous devenus très, très, très bons amis. D'ailleurs, on se voit toujours de temps à autre. Donc, la plupart d'entre eux ont travaillé dans les banques ou dans des cabinets de conseil, ce qui m'a donné juste un réseau incroyable. J'ai choisi la LSE car je savais que ça donnerait beaucoup d'opportunités de travail à Londres. Donc, quels sont les avantages, les opportunités de ces deux formations contre un parcours classique grande école?
Donc, je dirais que généralement, il y en a deux. Bah, si vous voulez travailler à Londres, bah, techniquement parlant, aller dans une école cible qui est à Londres, il faut faciliter un peu la tâche parce que c'est à proximité. Par contre, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur le parcours classe prépa, donc je ne peux pas vraiment commenter sur le sujet. Par contre, ce que je peux dire, c'est y a pas, vu qu'il n'y a pas de concours, il y a pas de taf après les horaires, ça m'a libéré beaucoup de temps, donc j'ai pu commencer ma formation professionnelle un peu tôt. Donc du coup, ça m'a permis de découvrir un peu de quoi il s'agissait la banque, etc. Et c'est à ce moment-là que tu t'es intéressé au secteur du private equity. Qu'est-ce qui t'a le plus poussé à choisir ce domaine-là? Alors, après mon bachelor à McGill, j'ai travaillé pour une startup qui s'appelait Enercam. Donc, c'est une startup en infrastructure d'économie circulaire qui est située à Montréal. Donc, durant cette période, nous avons réalisé une levée de fonds d'environ 300 millions d'euros, pardon, 300 millions de dollars canadiens, ce qui a permis de découvrir un peu les rouages du private equity. D'ailleurs, l'investisseur principal, c'était un gros player. Donc, j'ai vraiment apprécié cette expérience, surtout la due diligence, la modélisation financière, la gestion des investisseurs et la data room. Donc, du coup, ça m'a donné envie de poursuivre cette voie parce qu'après, en fait, il n'y avait pas vraiment d'action. Après la levée de fonds, c'était un peu mort en boîte. Donc, du coup, je voulais un peu plus d'action. Et tu as rejoint directement pour ta première expérience, ton premier stage Ardian à Londres. Ouais, bah, du coup, c'était après mon expérience chez Enerkem, en tant qu'analyste là-bas. Donc, du coup, oui, j'ai rejoint Ardian à Londres. Et c'était comment un peu le process de recrutement pour décrocher ce stage chez Soufon? Euh, Donc ça, pour décrocher le stage, j'ai joué sur deux points qui ont été décisifs dans le processus de recrutement. Donc d'abord, j'ai fait la connaissance avec un professeur de finance à Oxford. Donc ça, c'était à travers des rencontres réseautage dont LSI m'a permis de faire. Lui, il m'a mis en relation avec un directeur là-bas. Donc cela m'a permis de décrocher une entrevue à Ardian. Après, généralement, c'était une entrevue classique avec un associé. On a discuté un peu de mon CV, de la modélisation Excel, etc. Après, il y avait un deuxième entretien avec un VP ou un directeur. Ça dépend, chaque personne a son propre parcours. Et ce qui m'a démarqué généralement, c'est que j'ai mentionné que j'avais remporté un tournoi de baby-foot quand j'étais plus jeune. Donc, mon interlocuteur, il jouait beaucoup. Je pense que ça a aidé à briser la glace et à créer une relation de confiance. Ouais. Et je pense que tu t'intéressais au secteur infrastructure depuis NRCam. Exactement. Ton choix de poursuivre en private equity infrastructure. Peux-tu un peu nous parler des particularités de Argent Infra VS versus les autres fonds de PE? OK. Donc, Ardian, généralement, comme tout le monde s'en doute, c'est un fonds qui est généraliste. Donc, l'infrastructure, c'est un des créneaux que Ardian fait. Ce que Ardian Infrastructure fait, c'est, je pense, le deuxième ou le troisième plus grand secteur d'Ardian en général. Il se concentre sur les actifs d'infrastructure de base tels que les réseaux de transport, les énergies renouvelables, l'eau et les déchets. Et, euh, et ça se différencie vachement de ce que les autres secteurs d'Ardian font. Bon, comme j'ai dit, c'est un des secteurs principaux d'Ardian. Ils ont à peu près 14 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ce qui est énorme. Ça génère beaucoup de fees. Donc, c'est, comme j'avais dit, un des secteurs, des créneaux principaux d'Ardian. Et quel était ton quotidien en tant que stagiaire chez Argent à cette époque-là? Euh, donc le rôle d'un stagiaire chez Ardian peut dépendre vachement d'un endroit à l'autre, d'un bureau à l'autre, etc. Donc ça dépend surtout des personnes avec qui la personne travaille. Donc Bon. dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance car j'ai travaillé sur de nombreux projets qui m'ont beaucoup rapproché du domaine. Donc j'ai eu l'opportunité de réaliser quasiment une NBO par semaine, de participer à des transactions, de renégocier des dettes, de construire des modèles, d'effectuer des recherches sectorielles. Donc, j'ai eu une expérience qui était assez complète et assez formatrice. Mais je dois admettre que j'ai beaucoup travaillé chez Ardian. Donc, je me souviens qu'il y avait une période de 6 mois où je quittais les locaux à 3 heures du mat et je revenais à 9 heures du mat le même jour. Donc, je sais que certains stagiaires n'ont pas eu la même expérience. Et certains ont même dit que j'étais un peu maltraité. Mais je pense que ça a été une expérience très, très, très enrichissante.
j'ai reçu des commentaires très positifs sur mes compétences en modélisation et j'ai eu la chance de construire leur test d'entrée pour devenir analyste. Donc, je le connais le test parce que c'est moi qui l'ai fait. Euh, ce qui est un peu drôle parce que moi-même, à l'époque, j'étais stagiaire. Mais c'était une belle expérience. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, après ce stage très formateur, tu as décidé de rejoindre Infrared Capital, où tu étais directement un analyste, et c'était à Londres aussi. Peux-tu un peu nous parler de ce fonds en particulier et en quoi il se démarque des autres fonds PE? Mm. Donc, Infrared, c'est un fonds qui se spécialise en infrastructure. Ils font que ça. Donc, ça, c'est déjà un des points qui les démarque d'Ardian. Ouais. Donc, ils ont deux fonds listés. Donc, qu'est-ce qu'un fonds listé? Donc, un fonds listé, c'est un fonds d'actifs dans le portefeuille où les gérants ont décidé de le lister sur un marché, disons le LSI ou le NYSE ou un autre marché boursier, euh, dans ce qu'on appelle un continuation fund. Donc, ce qui se passe, c'est que Infrared continue à gérer ces fonds qui sont listés, mais les LPs, leur position devient liquide, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à trader leur position. Donc, c'est un outil qui devient de plus en plus utilisé pour augmenter les l'AUM des fonds, que Ardian, par exemple, qui est un fonds qui fait juste du unlisted, ne fait pas, par exemple. Et donc, ça augmente les frais que les fonds peuvent charger aux LP. Donc, vu qu'ils ont ces deux fonds listés, ça crée des tâches qui sont très, très, très répétitives. Et donc, ça crée un besoin en analyste qui est assez conséquent. Donc, du coup, ils recrutent généralement beaucoup plus que des fonds comme Ardian ou des fonds comme Partners Group, etc. Ils se concentrent généralement sur des transactions de mid-market d'une valeur comprise entre 60 et 120 millions d'euros. Ils ont également des fonds de capital gain et ça, c'est assez cool parce qu'en infra, tu ne gères pas généralement des équipes de management, mais avec eux, tu travailles avec des équipes de gestion. Et donc, du coup, ça devient assez cool parce que tu es en gestion de projets d'infrastructure et de management team. Mhm. Enfin, la culture d'Infrared, c'est une culture qui est un peu plus anglaise, qui se différencie de la culture d'Ardian, qui est plus française. Donc ça, c'est un peu les grosses différences. Et après, plus généralement, dans le secteur de l'infrastructure, est-ce qu'il y a des particularités en private equity infra contre le private equity dans plus généraliste ou dans d'autres domaines? Ouais, je dirais qu'on a trois généralement qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que le secteur infrastructure en private equity n'a pas besoin de faire 1 ou 2 ans de M&A pour rejoindre. Donc, tous ceux qui sont en train de penser à faire de la banque avant de transférer en private equity infra, pas besoin de faire ça. Vous pouvez directement rejoindre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que beaucoup de gens ont fait. La raison, généralement, c'est qu'il n'y a pas de management team, comme j'avais dit. Donc, pas besoin de compétences ou de maturité à ce niveau-là. Donc, les salaires en private equity infra, je ne vais pas vous mentir, ils sont un peu moins élevés qu'en banque ou en private equity normal. Donc, et surtout que les fonds, ils ont une durée de vie de 10 ans. Donc, si vous connaissez un peu le private equity, il y a ce qu'on appelle le carry, qui est un bonus qui est payé à la fin de la vie du fonds. Mais vu que le fonds, il fait 10 ans de vie, en fait, tu ne vas jamais le toucher à moins que tu restes toute ta carrière dans la même boîte. Donc, personnellement, moi, je n'ai jamais touché. D'ailleurs, ça fait quasiment 8 ans que enfin, que j'ai été dans l'industrie. Donc, bon, mais néanmoins, ça reste quand même un secteur qui est bien rémunéré, hein. On va pas se plaindre de la paie. Donc, c'est un secteur où il y a beaucoup de francophones. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Donc, j'imagine que c'est parce que le parcours universitaire français est un peu plus scientifique que dans les autres domaines, même en économie, etc. Ouais. Et du coup, chez Infrared, nous n'avons pas parlé du processus de recrutement. Comment il s'est passé quand tu as rejoint le Infrared en tant qu'analyste? Ok, donc le processus de recrutement chez Infrared, donc le processus, ça commence par une soumission de candidature en ligne. Il y a un entretien téléphonique avec un recruteur RH. Et si la candidature est retenue, le candidat passe un test de maths. C'est un test sur 20 questions. Il faut avoir 16 sur 20. Ouais, C'est assez classique. Ensuite, le candidat est convié à un entretien en personne avec des analystes de l'équipe. Il y a aussi un test Excel. Et après, si le candidat réussit, il y a une deuxième entrevue avec des VP de l'équipe d'investissement. Et ça, c'est un peu tester un peu les eaux avec l'expérience de l'analyste, etc., en infrastructure. Et après, voilà, après, il y a une offre. Et du coup, c'est un entretien en ligne au départ et ensuite deux entretiens avec des analystes et des VP.
Oui, bah, ça sera plus un téléphonique en Téléphonique. premier lieu, mais ouais, c'est exactement ça. Ok. Et quel conseil donnerais-tu à des étudiants qui cherchent à décrocher soit un stage en private equity dans des fonds comme Ardian ou même Infrared ou un CDI? Ok, bah, j'ai trois conseils à donner. Donc, numéro un, ce qui est très, 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 très important, c'est utiliser votre réseau. Si vous ne connaissez personne, ajoutez des contacts sur LinkedIn pour leur demander conseil. Euh, donc, dans tous les fonds, généralement, il y a une compensation qui va de 1 500 euros jusqu'à 3 000 euros qui va à l'analyste ou à l'associé s'il vous réfère à la boîte. Donc, du coup, c'est un gagnant-gagnant. Je vous réfère, je me fais payer. Donc, du coup, et j'ai tout intérêt à dire, ah, ça, c'est mon pote, j'ai rencontré quand j'avais 15 ans ou quelque chose du genre. Donc, en deuxième lieu, quelque chose de très important, c'est d'améliorer vos compétences Excel. J'imagine que j'imagine que tout le monde à un moment ou à un autre se dit, ah, je suis assez bon en Excel, mais vous serez surpris parce que les tests Excel, 95% des candidats qui sont recalés parce qu'ils n'ont pas de compétences en Excel. C'est assez triste à dire. Donc, améliorez-les autant que vous pouvez. Et si vous pensez que vos skills en Excel sont bons, je vous conseille de continuer à les améliorer aussi. En troisième lieu, renseignez-vous un peu sur les transactions de l'entreprise et soyez prêt à en parler. En particulier s'il s'agit de renouvelables, parce que renouvelable, c'est très, très vanilla, c'est très facile. Donc, du coup, c'est assez facile de parler de ce type de transaction. Il y a genre trois variables dont on peut parler, donc c'est assez facile. Voilà. Et au niveau de la forme de la candidature, que ce soit le CV ou la lettre de motivation, est-ce qu'il y a des points à respecter pour, euh, pour passer cette étape de screening déjà? Euh, comme j'avais dit, parler un peu, utiliser le réseau. Donc, Réseautage, c'est c'est dire, important. dire que vous avez parlé à XYZ, qui est analyste chez Infrared, chez Ardian, un associé, etc. Et aussi parler un peu d'une transaction qui vous a inspiré. Comme j'avais dit, les énergies renouvelables, c'est très inspirant parce que ça contribue au changement climatique et c'est assez écolo. Donc, vous mettez votre chapeau d'écolo un peu et vous en parlez comme si ça allait changer le monde. Voilà, essayer de personnaliser au maximum ses candidatures au fond visé. Ouais, ouais, surtout sur les transactions, ça devient assez facile d'en parler parce que tout le monde adore parler de ces transactions. Donc, du coup, c'est très, très rapide et toute l'information est généralement en ligne. Donc, Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils. Ma prochaine question est comment se passe une journée type d'un junior en PE? généralement, il y a 5 types de tâches euh, qu'un junior va faire. Donc, un, c'est un support en exécution. Donc, c'est typiquement aider dans des transactions ou du M&A. Le support en origination, donc ça veut dire aller trouver des deals, ou bien prendre un verre avec quelqu'un, ou bien aller parler à une équipe, ou bien aller parler à un autre fonds, etc. Puis il y a le support en relation investisseur. Donc ça, c'est aider ton fonds à lever des fonds. Le support en gestion de portefeuille, donc support en évaluation, en modélisation, support de management team, etc. Et puis il y a du ad hoc, ce qui est généralement, on ne va pas se mentir, juste faire des slides. Ok. Et y a-t-il une mission qui t'a marqué quand tu as réalisé ton stage chez Argent et une autre mission qui t'a marqué chez Infrared? Euh, il y en a plusieurs chez Ardian mais ça devient un peu flou parce que parce qu'il y avait plusieurs missions qui faisaient du chevauchage. Donc, je vais surtout me concentrer sur celle d'Infrared. Ok. Donc, chez Infrared, j'ai aidé une entreprise dont j'étais responsable qui s'appelait Statera à céder une partie de sa participation dans des batteries. Donc, les batteries, c'est une asset classe qui est assez nouvelle en infrastructure, donc c'est déjà assez exotique. Et en plus, c'était une vente d'un actif qu'on avait. Donc, c'était assez cool. Donc, à ce moment-là, en plus, le VP qui était en charge du projet avec moi, il avait démissionné. Donc, du coup, je me suis tapé un peu tout seul tout le deal, que ce soit un peu la documentation, la discussion avec les gérants, le managing director, etc.
Donc, à la fin, c'était un de ces histoires où le deal, il close à 2 heures du matin, qu'il y avait un board meeting à 7 heures du matin et que si on ne closait pas à 2 heures du matin le même jour, le deal allait tomber à l'eau. Donc, du coup, on a fait plein de nuits blanches. C'était intense. On a bien closé et je pense qu'il y avait il y avait un multiple de 3 fois et un TRI qui était assez conséquent. Donc, c'était une très, très bonne transaction, une très, très belle expérience. Et là, du coup, comme tu as expliqué, il s'agit de journées très denses avec énormément d'horaires de travail et de charges de travail. Comment tu arrivais à concilier un peu ta vie professionnelle en PE et ta vie un peu personnelle? Donc, je ne sais pas ce que les autres invités ont répondu à ce genre d'épisode. Donc, je serais curieux de savoir ce qu'ils ont dit. Donc, chez Ardian, j'avais pas vraiment de vie personnelle. Donc, je travaillais genre nuit et jour. Mais chez Infrared, j'arrivais généralement à avoir mes vendredis et 3 week-ends sur 4 de libre. Sinon, à part ça, chez Infrared, je finissais généralement entre 21 heures et 22 heures, ce qui n'est pas très, très tard. Et quand il y avait des missions qui sont plus hard comme celle chez Infrared, c'est là où. Ouais, généralement, je dirais, tu as 3 ou 4 mois, voire même 6 mois qui sont un peu intenses, où tu finis vers minuit, 1 heure ou 2 heures du mat. Mais après, C'est tu exceptionnel. peux te retrouver avec 6 mois où tu peux même quitter le bureau à genre 3 heures ou 4 heures de l'après-midi où personne. Bah, ça, c'était plus chez Infrared, mais chez Ardian, c'était genre continuellement, continuellement 1, 2 heures du mat. Parce que Ardian, c'est un peu plus français, je dirais, qu'Infrared. Ok. Et quelles sont les qualités que tu penses qu'un bon junior doit avoir en private equity pour réussir dans ce secteur? Je pense qu'il y en a. J'ai fait une liste de ça. Je pense qu'il y en a 8 qui sont assez importants. Donc, être compétent en Excel, ça, vous pouvez pas y échapper. Ouais. Il faut pas être une grande gueule. Et donc, pas trop, trop, trop parler. Il faut travailler dur, ne pas trop se plaindre, bien communiquer, anticiper les problèmes et les communiquer. C'est-à-dire, c'est pas juste, ah, je l'ai vu venir celle-là, mais bon, j'ai rien fait. C'est plus, je l'ai vu venir et je l'ai bien géré. Ne pas disparaître. Vous serez surpris de combien de personnes juste disparaissent pendant 1, 2 jours même, sans rien, sans donner de nouvelles. Et essayer de trouver ses propres réponses aux problèmes, mais ne pas perdre trop de temps à essayer de trouver ces solutions. Donc, généralement, essayer de trouver des solutions aux problèmes et pas emmerder les gens chaque demi-heure, mais Ouais. aussi pas passer 4, 5 jours à essayer de trouver une petite solution à un problème que j'aurais pu te gérer en 5 minutes. Ouais, il faut être efficace quand même. Bah, merci. Je voudrais passer là à la dernière partie de ce webinaire qui sont les exits possibles après une carrière en private equity. Quels sont du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après être passé dans un fonds de PE? Donc, pour des exits possibles, déjà, les gens qui travaillent en infra-pays, généralement, ils sont assez bons en modélisation et ils sont assez techniques. Donc, généralement, ils sont les gens en VC ou bien même en private equity normal, ils aiment bien les embaucher. Donc, il y a déjà ça. Ces personnes-là peuvent aussi rejoindre des entreprises dans le portefeuille du fonds. C'est-à-dire, par exemple, j'aurais pu rejoindre Statera, par exemple, qui était actif dans le portefeuille d'Infrared. Ils peuvent aussi rejoindre des sociétés en conseil de stratégie ou de gestion et aussi des banques d'investissement. Il y en a, mais j'imagine que faire un move de private equity vers la banque, c'est pas très, très évident généralement. Les gens, ils font l'inverse. Donc, il est également possible de devenir entrepreneur ou de travailler dans une startup. Les compétences généralement et l'expérience acquise en private equity sont très valorisées dans le monde réel. Donc généralement, il y a plein d'exits que les gens peuvent faire. Et pourquoi toi, tu as décidé de quitter Infrared après, tu étais associé, je pense, à ce moment-là, et tu Ouais. as décidé de quitter ce fonds. Ouais, exactement. Donc, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc, durant les 2 ans où j'étais analyste slash associate, j'ai aussi appris le développement informatique en parallèle et la gestion de bases de données. Donc, il y a un peu plus d'1 an, j'ai décidé de créer ma propre entreprise de sous-traitance en finance et technologie. Donc, maintenant, je fais des missions d'évaluation pour des entreprises en private equity ou des industriels. Donc, je travaille à mon propre compte avec de nombreuses entreprises comme L'Oréal, comme Infrared aussi, et bien d'autres d'ailleurs. J'ai également rejoint une startup qui s'appelle Localité. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été mis en relation avec Training You, et dont je suis un cofondateur et le COO/CFO.
Donc là, nous sommes sur le point de finaliser une levée de fonds qui va, je pense, dégager un peu de valeur à l'entreprise. Et quelle mission réalises-tu dans ces différentes missions, que ce soit chez de grands noms comme L'Oréal et Infrared, ou dans des missions plus entrepreneuriales chez Localité? Donc, pour L'Oréal, généralement, c'est des missions qui sont plus scientifiques, donc des études statistiques, du programme, de la programmation informatique ou bien même du scrapping, donc la construction de bases de données. Chez Infrared, je fais toujours des missions que je faisais avant, donc du coup, je travaille pour ou bien des levées de fonds ou bien juste des transactions en tant que support, ou bien aussi de la modélisation financière. Donc, du coup, s'ils ont besoin d'aide en gestion de portefeuille, là, j'interviens assez conséquent. Puis, chez Localité, qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, comme j'avais dit, j'aide dans les levées de fonds aussi. Donc, ça revient un peu à ce que je fais en finance. Puis Ouais. aussi, j'ai créé un peu le business plan de l'entreprise et j'aide un peu à stratégiser la direction de l'entreprise pour qu'on puisse maximiser la valeur et, bah, qu'on puisse dégager de la valeur, comme on a dit. Ben, j'imagine que tes compétences en private equity t'ont vraiment aidé pour assurer dans ces nouvelles missions. Est-ce que, du coup, dans le sens inverse, est-ce que ces missions t'aident encore pour assurer dans tes missions de private equity, par exemple, que tu fais toujours chez Infrared? Est-ce que ces missions, ces compétences que tu gagnes en tant qu'entrepreneur, par exemple, chez Ah Locality, ouais. Euh, t'as pas Ouais, absolument, absolument. Parce qu'en fait, travailler à son propre compte, ça n'a aucun rapport avec, non, avec travailler dans une boîte. En fait, l- quand tu travailles dans une boîte, tu es un peu protégé. On a beau se dire en fait que tu es juste là-bas, tu te mets devant les investisseurs, tu te mets devant le comité, etc. C'est une belle expérience, mais en fait, tu es toujours protégé par quelqu'un qui soit un VP, un directeur ou un partenaire ou le CEO de la boîte, et tu as toujours le brand name. Par exemple, si tu travailles chez Goldman, si tu travailles chez Ardian, tu as toujours le nom de Dominique Sénéquier, tu représentes la boîte d'Ardian. Donc là, par exemple, aller travailler à ton propre compte, en fait, tu représentes ta brand name. Donc, par exemple, là, je me représente en Kotman. Donc, du coup, il y a personne qui va venir et défendre et dire, il y a personne qui va venir et te défendre. Donc, si tu fais une bourde, c'est toi qui as fait la bourde. C'est sûr. pas, donc j'ai beaucoup appris et en fait, tu es là, en fait, tu dois prendre tes responsabilités et te retrousser les manches. Exactement. Et quels sont du coup tes nouveaux projets et tes projets futurs que tu comptes lancer? Donc là, pour le moment, je reste au jour à jour. Donc, mon objectif, c'est de continuer à croître mon cabinet donc de finance et technologie et de faire de Localité une licorne tant que je peux. J'ai acquis, comme on a dit, une boîte à outils qui est assez solide pour opérer efficacement une entreprise et la faire grandir de manière stratégique. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un peu la main à la pâte. Donc, en ce moment, nous sommes sur le point de clore la levée de fonds pour Localité où je suis cofondateur. Donc, je continue également à prendre des missions dans ma boîte de sous-traitance et bientôt, je vais commencer à embaucher des stagiaires ou des analystes, ce qui est un peu cool. Et tu parles pour ta boîte de finance et de programmation. Exactement, de finance et de programmation. Même pour localité, d'ailleurs, on va commencer à embaucher. Donc, s'il y a des gens qui veulent pas faire de finance, mais qui veulent faire de la start-up, Vous pouvez envoyer vos candidatures à Hotman. exact. Du coup, Hotman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'avant de passer au Q&A, je vais repartager mon écran pour présenter les packs Training New. Pour ceux pardon, qui cherchent un stage chez Ardian Infrared ou un autre fonds d'investissement, et comme c'est la période de recrutement en ce moment, n'hésitez pas de faire un petit tour sur nos packs Training New. Nous avons 3 packs qui sont faits par des banquiers en poste. Et ces packs sont flexibles et accessibles sans engagement. Vous pouvez prendre un mois ou plus et résilier. Ça dépendra de votre rythme de préparation, mais aussi de votre besoin en préparation. Ces packs contiennent 22 cours en M&A, Corporate Finance, Summer Internships et d'autres outils pratiques comme Excel et PowerPoint. Plus de 300 questions d'entretien corrigées, 3 tests d'entraînement sur la technique et 65 fiches de banque et de fonds de private equity les plus connus et des replays de webinaires et podcasts exclusifs avec des professionnels pour vous mettre plus en place et en situation réelle.
Voilà, je pense que vous êtes là pour poser toutes vos questions. Je vois que j'ai déjà des questions par chat. Euh, j'ai commencé. Bonjour, est-ce qu'une expérience en project finance peut-elle compenser une école non target pour entrer en PE infra? Une école non target, c'est une école qui fait pas partie des premières classées. Ouais. Tu veux que tu veux répondre? Tu veux que j'y réponde? Oui, si. Ok, je vais m'en charger. Donc, ouais, merci Paul pour cette question. Donc, oui, une expérience en project finance peut compenser pour une école qui est non target. Généralement, après ta première expérience, les gens commencent à regarder un peu plus ça et un peu ce que tu as fait dans cette expérience. Donc, du coup, les gens voudront voir un peu si tu as fait de l'Excel, de la modélisation, si tu comprends ce qui se passe et généralement les facteurs qui influencent la modélisation. Bien sûr, si tu viens avec 1 ou 2 ans d'expérience, évidemment, les questions seront un peu plus dures parce que tu ne sors pas d'école directement. Donc, du coup, on va penser que tu as un peu d'expérience. Donc, j'imagine tout ce qui est debt sizing, tout ce qui est, surtout parler un peu des compétences en banque, du leverage, etc. Tout ça, c'est Ouais. très, très important. Ouais, bien sûr, faut être déjà calé sur les sujets financiers parce que bah, l'entretien, il est assez technique. Exact. Déjà, Surtout après 1 an d'expérience en project finance, j'imagine que tu vas te faire un peu de drill sur tout ce qui est compétences financières. Donc, je ne pense pas que ça va créer des problèmes dans les processus de recrutement, même que ça te donnerait un petit avantage. Je ne sais pas si tu comptes rentrer en tant qu'analyste ou associate. Je ne connais pas vraiment ton CV, mais je dirais connaître bien l'Excel et les facteurs importants dans un modèle project finance et aussi debt sizing et yes. debt sizing, je le répète et je le redis encore et encore, c'est très, très important. Les gens qui sortent d'école, ils ont le potentiel de ne pas savoir ce que c'est, mais toi, maintenant que tu as fait du project finance, il faut que que ça soit vraiment du bread and butter, hein. C'est assez, il faut que tu le connaisses comme tout. J'ai une autre question qui est plus axée sur le secteur infrastructure. Quel est le IRR sur MOM moyen sur un deal infra? Ouais, j'ai vu beaucoup de questions parce que j'ai jeté un œil sur toutes les questions qui ont été posées. Donc, je vais donner un peu un aperçu de ces deux trucs. Donc, généralement, quand tu as un fonds listé, donc un fonds listé, c'est-à-dire qu'un fonds qui est là pendant très longtemps, qui va rester là sur une durée de 10, 30, 40 ans, comme ceux d'Infrared, généralement, tu vas regarder le TRI ou le IRR. Donc là, généralement, ça va dépendre du TRI du fonds listé. Par exemple, tu as des fonds listés qui ont des TRI de 7%. Donc, du coup, les transactions que tu vas regarder, généralement, ils vont avoir un TRI entre 6% et 8%. Donc, ça, c'est un peu le TRI que les gens regardent. Bien sûr, euh, ça dépend quand tu commences la transaction et l'exécution de la transaction. Il se peut que tu aies beaucoup de chances qu'il y ait, par exemple, une augmentation de l'inflation comme ce qu'on est en train de voir en ce moment et que le TRI augmente. Donc, du coup, beaucoup des transactions qui commencent avec un TRI de 7% finissent avec un TRI de 23%, 24%, etc. Mais généralement, à l'inception, donc l'idée, c'est d'avoir un TRI qui est entre 6 et 8% pour un fonds qui est listé, qui est un yield fund. Et pour un capital gain fund, ça, c'est un fonds qui sont unlisted, comme ceux d'argent, par exemple. Vous allez trouver des TRI généralement target entre 8 et 15%, à l'inception, bien sûr. Bien sûr, quand le business plan s'exécute, il y a plein de choses qui vont changer. Et bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent générer de la valeur ou bien quelque chose qui pète et qui ne marche pas comme prévu. Généralement aussi, le MOM, ça, c'est généralement quelque chose qu'on va regarder quand le deal il a une vie de 5 à 10 ans. Parce que là, tu regardes le money multiple, donc combien d'argent tu es en train de faire. Bien sûr, le money multiple, il perd tout son sens si tu augmentes l'horizon à 30 ans, parce que là, tu refais 4 5 fois ton argent, ça n'a aucun sens. Donc, du coup, généralement, le money multiple, c'est plus pour des transactions qu'on achète et qu'on vend entre 2 et 5 ans, avec un business plan de 2 et 5 ans. Ok, intéressant. Et du coup, j'ai une autre question qui est plus par rapport au recrutement. En sortie d'études, entre aller en CDI en M&A dans une bulge bracket ou aller en CDI en PE small mid cap, que recommandes-tu? Si l'objectif est de travailler en PE upper mid à Paris à terme. Ça dépend de ce que tu veux. Moi, je dirais Ardian,
Ardian Infra, techniquement, va ressembler un peu à l'expérience Bulge Bracket autant que possible. Donc, du coup, tu vas beaucoup apprendre, mais ça va être du 3 heures du mat pendant très, très longtemps. Donc, ça dépend un peu de l'idée que tu veux, de l'équilibre un peu vie-travail. Il y a des gens qui supportent pas le rythme, hein. Il y a des gens qui souffrent. Moi, je dirais, si tu vas, ça dépend de ce que tu veux, ton objectif de vie. Si tu veux, techniquement parlant, le mid-market PI, c'est une finalité en soi. Donc, du coup, tu as fini ton parcours, tu es là, tu continues ta carrière doucement mais sûrement et tu vas apprendre tous les skills que tu vas apprendre en bulge bracket. Tu vas les apprendre dans le mid-market, sauf que ça va être un peu plus lent et que tu vas pouvoir, ça va être un rythme qui est un peu plus soft. Donc, ça dépend un peu de ce que tu veux. Si tu aimes vivre à 200 à l'heure, vas-y, va au bulge bracket. Ça va être un peu plus compétitif d'ailleurs. Donc, du coup, peut-être que même en matière de compensation, slash bonus, etc., il se peut qu'il y ait toujours quelqu'un qui va toujours travailler 1 heure de plus que toi, qui va toujours être un peu plus fort dans les formules Excel, etc. Moi, généralement, je préfère être un gros poisson dans un petit bocal qu'un petit poisson dans un gros bocal. Donc ça, c'est un peu traduit de l'anglais. Généralement, par exemple, quand j'ai rejoint Infrared, j'étais parmi les tops là-bas. Donc du coup, ça m'a permis de beaucoup progresser. Ça m'a permis d'avoir accès à des directeurs, à des partenaires très très tôt. Et donc du coup, ça m'a permis de construire tout mon skill set là que j'ai maintenant en ce moment. Ça m'a même permis d'aller devenir entrepreneur. Donc du coup, ça permet vraiment de forger un peu ton parcours. J'espère Exactement. que ça répond à la question. Je pense que oui. Et j'ai une autre question qui est par rapport au CV et aux chances de décrocher un entretien. Je pense que tu en as déjà parlé tout à l'heure, qu'il fallait personnaliser son CV et ses lettres à chacun des fonds qu'on vise. Et Ah, je veux juste rajouter que sur Trelligno, on a une section qui est vraiment focalisée sur le CV et comment construire un CV qui est adapté pour le secteur de la corporate finance. On vous accompagne étape par étape, point par point, pour avoir un CV qui passe ces screenings-là. J'ai une question d'une personne qui s'intéresse au test d'entrée que tu as développé chez Ardian. Si ouais, c'est quoi la question? Je l'ai pas catché. peut-on en savoir davantage sur le test d'entrée que vous avez créé chez Ardian? Pardon, j'ai pas entendu. Peut-on en savoir davantage sur le test d'entrée que vous avez créé chez Ardian? Bah, écoute, sans spoiler trop le truc, parce que ça va être injuste pour les candidats qui passent ça. Donc, ça, c'était un candidat pour le CDI. Donc, ça, c'est un examen qui est un peu plus difficile. Donc, en fait, je passais des entretiens à droite, à gauche, et il y avait un entretien qui était assez marrant. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec quelques analystes chez Ardian, et donc, du coup, je l'ai retravaillé et je leur ai donné le truc. Donc, en fait, c'est assez classique. Tu commences, tu as 3 heures. C'est un greenfield. Je ne vais pas vous dire de quoi. Il faut construire 3 statements. Donc, du coup, PNL, balance sheet et cash flow statement. Ça, c'est bien sûr, c'est pour les analystes, hein, c'est pas pour les stagiaires. Donc, voilà. Et il y a tout ce qui est bien et tout ce qui est fun dans la modélisation infra. Donc, ce qui est différent en infra, c'est qu'on regarde le FCFE, le FCFI, donc Free Cash Flow to Equity. Contrairement à ce qu'on fait généralement en M&A, on regarde le FCFF, Free Cash Flow to Firm. Donc, du coup, ça, c'est quelques spoilers que je vous donne. J'espère que vous pourrez en faire bon usage. Mais bon, je ne peux pas spoiler parce que sinon, on va me taper sur les doigts. Ouais. J'ai toujours de bonnes relations avec les gens à Ardian. Merci de nous avoir donné au moins ces grandes lignes. Au moins, on sait à quoi ça ressemble ce test d'entrée. J'ai plusieurs personnes qui demandent comment améliorer leurs compétences en Excel. Comme tu as dit que c'est une compétence qu'il faut absolument avoir pour décrocher un stage ou un CDI. Bah, je pense que vous offrez, vous, chez Voilà. Training You, vous offrez des formations en Excel, ce qui est assez bien. Moi, généralement, ce que je dirais, c'est tu as d'abord Training You qui offre ça. Tu as plein de firmes qui donnent des cours de modélisation, même gratuits, je pense. Généralement, il y a 1 ou 2 modèles infra qui se baladent sur Internet. Et puis Ouais. bah, généralement, c'est un peu ça. En fait, c'est généralement des trucs. La modélisation infra, c'est un truc qui est assez standardisé.
Donc, du coup, je pense que vous allez trouver quelques modèles si vous cherchez en ligne. Sinon, si vous n'arrivez vraiment pas, vous pouvez m'envoyer un message et je verrai si j'ai quelque chose. Ce ne sera Ouais, pas le test Arduino, mais, mais je peux vous envoyer quelque chose. bah, sur TradingView, on essaye en fait, de regrouper tous les modèles Excel disons, entre guillemets, obligatoires de les connaître dans ces domaines-là, que ce soit de la DCF, LBO, merger et tout. On essaye de les regrouper dans une section qui est vraiment axée que sur du Excel. Ok. Ouais. Je pense que c'est intéressant pour monter en compétences rapidement en Excel et surtout rester focalisé sur ce secteur-là. Ok. Euh, j'ai une autre question par rapport à ta période de stage chez Ardian. Est-ce qu'il y avait une concurrence entre les stagiaires pour avoir un CDI ensuite? Est-ce que Ardian prenait ses stagiaires en CDI, reconvertissait les contrats en contrats CDI? Ouais, généralement, Azure recrute de la pool de stagiaires, généralement parlant. La majorité du recrutement se fait dans le bureau à Paris. C'est là où la croissance est. Donc, et c'est là où il y a les heads de toutes les divisions. Donc, du coup, c'est là où la magie, c'est là où il y a de la magie généralement. Mais le reste, ça devient des bureaux un peu satellites, secondaires, etc. Donc, il n'y a pas autant d'activités qui se passent. Généralement, quand tu es stagiaire chez Ardian, tu es épaulé ou bien tu es sous l'aile d'un directeur qui est en France. Donc, du coup, tu travailles à distance, en fait. Donc, oui, il y a de la compétition. Généralement, il y a deux, trois types de personnes qui sont là-bas. Ou bien ceux qui ont un CV de malade, par exemple, le grand-fils de Jacques Chirac ou bien la fille d'un gros opérateur d'aéroport, etc. Ou bien tu as ceux qui sont juste très, très forts, qui peuvent travailler genre nuit et jour. Ou bien tu as ou bien tu as ceux qui juste naviguent un peu le processus. Donc, il y a un peu de tout. Il y a une compétition entre les stagiaires, oui, mais généralement, ça reste un peu friendly, hein. Il y a pas beaucoup de coups bas. Ok. Ok. Je pense que ce sujet, tu l'as abordé un peu rapidement, mais qui revient assez souvent dans les questions. Quelles sont les fourchettes de rémunération en PE, SMIT, et, CAP, en analyste et associé? Donc ça, je vais vous dire que les fourchettes, elles ont augmenté assez drastiquement sur les dernières années, sur l'année et demie qui est passée. Donc là, quand je rejoignais un peu les équipes, tu te retrouvais avec un salaire pour les analystes entre 50 et 70 000 pour les mid-market, comme Infrared par exemple. Et tu allais pour les banques, etc., tu augmentais jusqu'aux 80 000 avec des bonus qui vont de 50 à 70%. Après, là, en ce moment, je pense, enfin, en tant qu'associate, la braquette, elle augmente à 80 000, 100 000, avec toujours une fourchette de bonus entre 50 et 70%. Puis, on a dit quoi? On a dit aussi, ah oui, je ne vais pas vous dire combien ils ont augmenté les salaires parce que j'avais déjà quitté le secteur avant que ça ait lieu. Ok. J'ai une question par rapport aux ressources pour apprendre sur le PE. Bah, je vous conseille, comme j'ai dit tout à l'heure, la plateforme Trainingio et vous pouvez voir sur cette slide, on a des tests d'entraînement sur la technique et c'est des tests qui sont en fait déjà tombés en entretien et qui vous mettent surtout en situation réelle d'un entretien en PE. Ouais. Euh, Juste pour continuer à la question qu'il y avait pour la compensation, les chiffres que ouais, j'avais bien donnés, sûr. c'était en livres sterling, parce que j'ai fait mon expérience à Londres. Donc, je ne Ok. connais pas un peu les salaires en France. Je pense que ça doit être un peu parallèle à quelques différences près. J'ai une autre question sur un parcours. Pour intégrer un fonds de PE infra, est-ce mieux un passage en Structured Finance, LBO et Project Finance, ou en corpo, Project Finance en corpo, ou en LBO en Structured Finance, ou bien un classique M&A de banque? Et c'est pour rejoindre en CDI. Moi, je dirais que les expériences se valent, que chacune va te rapporter quelque chose de différent qui pourrait jouer en ta faveur durant les entrevues.
Je pense que c'est des expériences qui se valent. Généralement, structured finance, c'est bien pour lever des dettes. Et je vous dirais, il y a beaucoup, beaucoup de dettes en infra. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on regarde le FCFI. J'ai vu une question qu'il y avait sur ça tout à l'heure. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de dettes en project finance et en infrastructure en général. Donc, du coup, être capable de structurer de la dette, de lever des fonds, de négocier avec les banques, ça, c'est un skill set qui va vraiment, vraiment être pertinent. Le M&A aussi, c'est assez bien, surtout quand si vous rejoignez un bulge bracket, disons par exemple à Goldman ou quelque chose du genre, d'aller vers un Ardian, etc. Parce qu'après, ils regardent des transactions de 500 millions d'euros, etc. Donc, du coup, il faut absolument avoir un syndicat pour acheter les actifs, etc. Donc, du coup, et vous avez absolument besoin d'expérience en M&A pour être, euh, pour être bon. Ok. Mais ça, c'est des skill sets que vous allez développer en PE aussi, hein. Donc, si vous arrivez à rentrer en PE, vous allez avoir ces skill sets aussi. Et vous pouvez ensuite postuler en PE, oui, bien sûr. Euh, j'ai une question par rapport au PE en banque et notamment ceux qui ne font pas de l'investissement direct comme Société Générale, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence entre ces PE en banque et les fonds PE? Les PE en banque, c'est-à-dire les banques qui ont un fonds et qui investissent, c'est ça? Oui, comme Société Générale. Euh, si c'est ça, si j'ai bien compris, ça doit être un peu ça. Je pense ça. Généralement, tu as des fonds de pension, hein, des banques, etc., qui auront du private equity. Donc, ces gens-là, généralement, c'est des buy to keep ou des buy to yield. Et généralement, c'est des gens qui distribuent pas de carry. Donc, il n'y a pas de fin dans la vie du fonds. Donc, du coup, il n'y aura pas de grosses, grosses rémunérations en tant que bonus, etc. Mais c'est un peu la même chose que le PE. Il faut générer de la valeur. Il regarde un peu les mêmes fondamentaux, etc. Euh, généralement, en Cité Générale, il y a beaucoup de gens qui viennent de banques de M&A que je vois en train de passer avec des CV, etc. Donc, généralement, j'imagine que bah, les gens, ils préfèrent l'expérience PE plutôt que l'expérience Société Générale. Ok. Donc, une expérience en PE est plus valorisée qu'une expérience en fonds dans une banque. Ouais. VIX, volume, c'est du... Euh, j'ai des questions sur le salaire, mais je pense que tu as déjà répondu à cette question. J'ai une autre question pour l'équilibre de vie. Est-ce qu'il faut travailler en finance M&A ou PE là où il y a le plus, disons, de charge de travail et de densité de travail? Est-ce qu'on serait plus tranquille en PE ou en M&A et en small mid ou en upper ou en large cap, par exemple, où, Euh, où les rythmes ne changent pas? Donc, je pense que large cap, c'est comme ce qu'on disait, le bulge bracket un peu. Donc, c'est un peu le même rythme tout au long de l'année. C'est un peu intense. Moi, mon expérience du mid cap, le mid cap, c'était surtout infrared. Donc, je ne connais pas un peu ce que les autres fonds ont fait. Mais ce- c'est un peu moins intense infrared que Ardian. J'avais beaucoup plus de temps libre. D'ailleurs, j'ai eu le temps d'apprendre à développer des softwares tout seul. Donc, du coup, j'avais quand même du temps libre pour voir mes potes, pour apprendre des trucs en parallèle, etc. Euh, donc, j'imagine que si vous voulez un équilibre de vie, je privilégierais plus le mid cap que le bulge bracket. Le bulge bracket, ça va tous être des gens qui sont genre les premiers, qui essaient d'être toujours les premiers de la classe, qui vont toujours rester jusqu'à 3 heures du mat, qui vont. Donc, donc ça, c'est un peu l'expérience que vous allez trouver dans les plus grosses entreprises. Et d'après ton expérience personnelle, pardon, que choisir en finance ou travailler en finance pour pas se tuer à la fin? Bah, comme je disais, un peu tout ce qui devient du bulge bracket, par exemple, je vais dire Brookfield, Ouais. Blackstone, BlackRock, Ardian, tout ce qui devient un peu du bulge bracket avec 100 milliards, 1 trillion d'actifs, etc. Tout ça, ça va devenir du gros, même du Goldman, par exemple, ça va devenir un peu intense. Donc, du coup, il faut s'attendre à un peu des horaires un peu difficiles. Donc, l'idée, moi, ce que j'ai vu donc, de mon expérience, et je peux me tromper, hein, parce que le simple pourcentage, il est un peu
petit, c'est que il suffit, si on vous descendait d'un cran vers le mid cap ou le small cap, vous pouvez rapidement vous retrouver avec des horaires, les mêmes salaires quasiment, moins 5 ou moins 5 000 euros par année ou quelque chose du genre, et des rythmes qui sont beaucoup plus légers. Ok. Euh, je pense que j'ai plus d'autres questions. Si ça te va, je pense qu'on peut terminer notre session Q&A. Oui, absolument. Si vous avez d'autres questions ou s'il y a quelqu'un qui est très, très curieux à propos de l'industrie, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a déjà plein de gens qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et j'essaierai d'y répondre quand j'aurai du temps. Merci beaucoup à toi, Othman. Et j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Othman. Et je vous remercie pour votre participation et votre attention aujourd'hui. Et merci encore une fois à toi, Othman, pour être là et pour ta présence. N'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn et Instagram pour rester informé de toutes nos prochaines sessions et webinaires, que ce soit en conseil en stratégie ou en corporate finance. Et si vous êtes vraiment intéressé par ces domaines-là, n'hésitez pas à faire un tour sur nos formations en ligne sur notre site et vous aurez toutes les informations que vous recherchez. Et voilà, excellente fin de journée à tous et au revoir. Et salut.